Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Les... Bonjour. Voilà. Et des gens continuent à arriver. Hop. Je crois qu'on aura plus de monde que là tout à l'heure. C'est bien. Bonjour Eugénie, on t'entend pas. J'avais coupé le micro, je vais voir si je peux le mettre. Bon, Voilà. j'ai encore Zoom pour ma fille. Moi. Voilà. Ouais, Bonjour Jean-Jacques. Ouais, j'enchaîne. Ah Jean-Charles, oh désolé. Il n'y a pas de problème. Ça roule? Ça va bien. En cours d'adaptation. Bon, On avait juste la session en néerlandais, alors on doit changer la langue dans notre tête. Et voilà, c'est bien, les gens continuent à arriver. Bon, je peux pas changer mon pseudo, moi. Hop. Renommé. Voici. Voilà. Tu veux que je le fasse, Jean-Charles? Comme hôte, on sait le faire. Ah ben voilà, je change. Ah voilà, super. Bonjour David, bonjour Pierre. Bonjour. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que tout le monde qui est là est habitué à la technique Zoom ou est-ce qu'il y en a qui aimeraient bien qu'on montre quelques petites fonctions utiles avant de démarrer la séance? Bonjour, pour moi c'est bon. C'est bon. Voilà, donc tant que les gens arrivent, on va un petit peu voilà, se présenter, échanger. Mais donc, on va, quand tout le monde sera arrivé, que la présentation va commencer, on va couper les micros. Mais si pendant la présentation, vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et on va essayer d'y répondre après. Il y aura normalement une demi-heure pour répondre à toutes les questions que vous aurez envie de poser ou les remarques que vous avez envie de faire. Déjà, on va peut-être le refaire encore après quand tout le monde sera arrivé, mais voilà, Evelyne et moi, Michael, vous nous avez probablement jamais vus, donc bonjour. On est super content de rejoindre Agora et l'Assemblée citoyenne. On remplace en fait Anna et Rosanne, donc Anna qui a récemment accouché et Rosanne qui est finalement plus à l'aise dans un rôle de bénévolat. On a rejoint l'aventure avec beaucoup d'enthousiasme. On est en train de contribuer au passage en ligne et on est super content de toutes les personnes qui nous ont dit oui pour continuer l'aventure en ligne. Les gens, quand on est déjà 19, c'est super. كنعرف كنسمع. Je ne sais pas si on t'entend, maman. Il faut que tu regardes. Tu entends dans tes oreilles maintenant? Tu n'entends pas dans tes oreilles? Non. Evelyne Agora. Voilà la vision. Si ça c'est pour voir les gens, tu dois faire ça. Bon. Il faut activer le micro de chacun. J'aurais une question. Voilà. Est-ce que Oui, je peux? oui, bien Est-ce que sûr. notre Ensemble. réunion sera éventuellement enregistrée pour qu'on puisse la diffuser aux autres membres, éventuellement, qui n'ont pas pu venir ou pour qu'ils puissent
s'informer ou pas? Tu fais très bien de poser la question. Oui, donc si ça pose un souci à quelqu'un, on vous propose de couper la vidéo, mais effectivement, pour essayer que le plus de personnes puissent reprendre Voilà, ça, je te tiens. Et quand tu fais la pour route tourner, avec nous, ça va? on va effectivement faire ça. Ok. Tout le monde sait comment couper sa caméra. S'il a envie de le faire, vous pouvez peut-être faire un signe de la main si vous avez ce besoin. Voilà, et t'attends. J'ai vu un signe de la main de Huawei P8 Lite 2017. Je ne sais pas si tu as envie que je coupe la caméra. Vous m'entendez? Oui. Ah, ok. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Donc peut-être, Michael, tu peux montrer l'impression que tu avais pour montrer où est le chat pour les gens qui sont moins habitués. Parce Oui. que ce serait super de mettre toutes vos questions comme on est nombreux afin de pouvoir répondre à un maximum de questions. Dans la mesure du possible, mettez vos questions dans le chat, comme ça Michael et moi on les regroupe et ça nous permet de répondre à plus de questions comme on est assez nombreux, ou sinon on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions et ce serait dommage. Oui, alors je remonte vite un peu tout, hein. Donc, voilà, tous les boutons intéressants se trouvent en bas, hein. Et en bas à gauche, vous pouvez couper votre caméra et votre micro. Ce que nous allons faire pendant la présentation, on va couper le micro de tout le monde. Donc, en bas à gauche, pardon, vous pouvez couper votre vidéo ou votre micro si vous avez envie. Pour nous poser des questions pendant la présentation, dans le menu qui se trouve au milieu, il y a un petit onglet Converser. Et si vous cliquez dessus, il va y avoir un petit menu qui va s'ouvrir à votre droite. Et en bas de l'écran, vous pouvez écrire des choses et quand vous tapez Enter, ça va apparaître dans le fil de discussion. Même pour, voilà, rien que pour nous dire bonjour ou faire un petit essai, c'est chouette si tout le monde essaye de mettre quelque chose maintenant pour voir si ça fonctionne bien. Et donc, bah, à la fin, si à un moment vous ne savez plus comment sortir, ben, c'est en bas à droite, il y a un petit onglet fin, hein, pour terminer. Est-ce que c'est maintenant aussi, on s'est dit, si quelqu'un devait avoir un problème technique, on donne aussi, c'est ça si j'ai bien compris, on donne un numéro de téléphone qu'on peut appeler. Samuel, tu peux donner le numéro qu'on peut appeler pour régler un problème technique? C'est pas Samuel, c'est Manuel. Ah, pas de Manuel, pardon. Ouais. Et c'est 0485 74 88 11 et je le mets dans le chat également. Donc, si vous n'en sortez pas avec la technique, vous coupez votre micro et vous appelez Manuel qui est là et qui vous entend. Ou à la limite, vous faites signe, alors il sait qu'il lui essayera de vous appeler si ça ne marche pas. Ah ben voilà, c'est déjà mis. Excusez-moi. Moi, je suis un peu nulle là parce que mon fils, comme il n'est pas là, donc je n'ai pas pu, disons, je sais pas comment ça va se passer. Si vous pouvez le faire à ma place, couper les micros et… Ouais. Ok. On fera ça et si jamais tu veux parler, alors tu nous feras un signe de la main, alors je rallumerai ton micro. Ça va, c'est bon, merci. Voilà, donc l'idée de ce matin, c'est un petit peu de vous raconter le parcours qu'on a fait, de rappeler le parcours qu'on a fait jusqu'à présent. Pépin va ensuite expliquer qu'est-ce que Agora fait au Parlement pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va
faire avec les propositions et qu'est-ce qui reste à faire pour les terminer. Et puis, on aura encore un bon moment pour répondre avec vos questions. Pépé, à toi la parole. Ou en tout cas, peut-être partager les... Oui, je sais ce que j'allais juste faire. Bonjour tout le monde, bienvenue. C'est super chouette de vous voir tous là, si nombreux, si motivés. Voilà, je vais vous partager mon écran et je pense que Evelyne ou Michael vont faire une petite introduction, puis je vais vous présenter un élément de ce qu'on a fait dans le Parlement. Voilà. Si tout va bien, vous devriez voir maintenant une présentation. Voilà, comme moi j'ai parlé en néerlandais, je vais laisser mon collègue cette fois-ci. À toi la parole, Michael. Donc, et pardon, je la repasse encore à Diane. Ouh là là, on ne sait plus qui parle. Bienvenue tout le monde. Bonjour, il y en a certains que je connais peut-être un peu mieux que d'autres. Ça me fait super chaud au cœur de vous voir aujourd'hui. Je dois vous avouer qu'on était un peu stressés de passer en ligne parce que c'est un grand pas que fait Agora. Mais voilà, en toute transparence, on n'a pas encore tout défini, tout compris. On ne sait pas encore complètement comment on va faire. Ce qu'on sait, c'est que vos résolutions, elles seront terminées le 12 décembre et qu'on va faire fonctionner cette démocratie participative, Covid ou pas Covid. Voilà, nous sommes plus forts que ça. Sinon, que dire? L'Assemblée citoyenne et Agora, quel vaste débat. Ça fait quelques mois qu'on ne s'est plus vus et qu'on n'a plus pu travailler ensemble. Mais pendant ce temps-là, Agora, on n'a pas chômé. On s'est dit qu'on allait prendre ce temps-là pour avancer, pour vous aider à terminer votre proposition. Et ce qu'on a fait, c'est un mémo. Donc, en fait, on a repris toutes vos propositions que vous aviez formulées juste avant le confinement et on les a comparées aux lois qui existaient et à ce qui a été fait, que ce soit à Bruxelles, mais aussi à ce qui est fait au fédéral quand ça touche à des compétences fédérales. Pardon. Et on a fait un mémo qui reprend ça. Et pour chaque proposition, il y a peut-être 1 ou 2 pages d'explication. Dans la grande idée, on voulait vous partager ça avant la journée. Mais on s'est dit que c'était un peu compliqué. Et c'était peut-être un peu lourd aussi, parce que même nous, on a eu du mal à le faire. Alors on se dit, si nous, on a eu du mal à l'écrire, à lire, ça ne doit pas être fameux non plus. Donc on va essayer de vous le rendre de manière digeste et facile à appréhender. Pour pouvoir évoluer sur les propositions. Voilà, alors comme vous voyez, il y a quelques agoris qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a Evelyne et Michael, notre nouveau binôme de facilitation. On a Pépène, le parlementaire qui va représenter vos propositions au Parlement. Il y a quelques agoris aussi qui sont venus vous voir parce que vous leur manquez à eux aussi. Il y a Manuel qui est un facilitateur. Il y a Hannah que vous connaissez bien, qui est toujours là pour vous accueillir avec grand sourire. Cette fois-ci, elle vous accueille, mais en ligne. Il y a Samuel que vous connaissez aussi, qui lui a fait tantôt scribe, tantôt bouger des pinboards, mais je suis sûre que vous vous rappelez de lui. Qui est-ce que je vois encore? Il y a Isa qui est une de nos facilitatrices aussi. Et alors, je termine. Et alors, il y a FX qui a coupé sa caméra, mais c'est aussi un de nos facilitateurs que je pense que vous connaissez également. Je voudrais encore dire merci à Youssef qui s'est déplacé jusqu'ici pour pouvoir faire la traduction en direct à Monsieur Bagdad. C'est hyper chouette, comme quoi quand on s'y met tous, on peut y arriver. Merci à vous aussi. Alors, Et bravo à Diane pour le super mémo et tout ce travail pour préparer la suite du travail des propositions. C'est gentil, merci. Alors, passons peut-être à qui fait quoi dans Agora. Qui fait quoi? On en est où? Alors, Agora, c'est... Ah ben non, je viens de le faire, le qui fait quoi? Oui, on est dans Que fait l'Assemblée citoyenne? Je raconte des bêtises, désolée. Que fait l'Assemblée citoyenne? Alors nous, enfin vous plutôt, vous vous êtes rassemblés déjà au moins 3 fois pour arriver à formuler des propositions.
Et proposition sur le logement, qui est le sujet que vous avez choisi il y a quelques temps maintenant. Pépin suit en même temps sa, sa plénière parlementaire. Il va devoir décoller à un moment donné. Voilà, vous savez tout. Vous avez eu l'occasion d'écouter des experts qui sont venus un peu vous informer sur ce qui avait été fait. Et aujourd'hui, on est dans les propositions. Donc, comme déjà dit, on a écrit un mémo qui reprend un petit peu le travail que vous avez fait et qui le compare avec les lois qui existent déjà. Et voilà, on est coincé dans cette phase 4 que vous voyez dans les propositions, puisque le Covid a un peu mis un temps d'arrêt. On pensait que ce serait temporaire, qu'on pourrait se rejoindre, qu'on pourrait se revoir. Le 1er août, on a fait ce moment de rassemblement en pensant que ça y était, qu'on pourrait peut-être se rassembler, un peu moins nombreux, mais qu'on pourrait en tout cas recommencer à se rassembler. Au vu de la deuxième vague et des dernières conférences de presse que le fédéral a tenues, on se rend bien compte que ça ne va plus être le cas. Du coup, aujourd'hui, on passe en ligne pour arriver quand même à terminer vos propositions. Comme je vous l'ai dit dans mon intro, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va faire ça. On n'a pas des dates de prévues. On sait que ce ne sera pas des grandes journées où on va demander à tout le monde de rester en ligne pendant 8 heures. Ce n'est pas faisable ni pour vous ni pour nous. Ce n'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est de montrer que la démocratie, elle peut exister et elle peut exister de plein de manières. Et en temps de Covid, eh ben, ce sera via Internet. Je suis désolée de peut-être pas apporter toutes les réponses auxquelles vous vous attendiez, mais on préfère être transparent. Et voilà, ça a été un peu un coup de massue pour nous. Il y a une semaine, on a dû se réunir en urgence pour décider et acter que ce serait en ligne, cette assemblée. Et ça a été un déchirement au cœur pour nous de ne plus pouvoir vous voir, de ne plus pouvoir vous rencontrer physiquement. Donc voilà, on fait comme on peut. On vous apportera les réponses à vos questions dès qu'on les a. Mais voilà, on découvre ce nouveau monde en même temps que vous. Je pense, Pépin, que tu peux passer à la prochaine slide. Voilà. Donc, comme on disait, qu'est-ce qu'elle fait l'Assemblée? Elle fait des propositions à l'heure actuelle sur le logement. Mais qu'est-ce que fait Agora avec ça? Agora a gagné son siège aux élections régionales de mai l'année passée. Et il s'est promis une chose. En fait, Agora, ils ont gagné sur une chose, c'est de dire on va démocratiser la démocratie. Et pour démocratiser la démocratie, on va instaurer une assemblée citoyenne bruxelloise qui sera là permanente et qui aura un droit de donner son avis, mais de décider aussi, comme n'importe quel parlementaire. Alors, pour arriver à cette assemblée permanente, il y a encore un long chemin. Heureusement, on est au début de la législature. En attendant, Agora, il travaille sur deux grands pôles, je pourrais dire. En tout cas, Pépin et son équipe du groupe de travail Parlement travaillent sur deux grands pôles. C'est d'abord pousser la démocratie participative. Donc, dès qu'on a un peu le moment de le faire, on pousse la démocratie pour plus de participation, pour plus de délibération, pour plus d'inclusivité. Rappeler aux politiques qu'en fait, ils ne sont pas tout seuls là au-dessus, mais qu'il y a tout le monde qui vit dans Bruxelles qui a droit aussi à donner de sa voix et qu'il y a une diversité dans Bruxelles qui n'est pas souvent prise en compte. Donc, Agora, c'est un peu cette piqûre de rappel qui essaye de vraiment pousser les politiques à devenir plus démocratique, ou en tout cas à ouvrir la démocratie un plus possible, je vais dire ça comme ça, pour que l'idée, elle fasse son chemin et qu'à la fin, on arrive à ce qu'ils se disent eux-mêmes, ah mais c'est vrai qu'en fait, avoir une assemblée de citoyens qui décident, c'est pas si mal que ça, en fait. Ça, c'est le grand plan. En attendant, vu qu'il y a eu le Covid, donc Pépin, il défend la démocratie tant qu'il peut, mais il va aussi à la commission de logement. Et qu'est-ce qu'il fait à la commission de logement? Il écoute un peu ce qui se dit, il regarde les propositions d'ordonnance, il pose des questions au gouvernement à propos du logement. Et ça, il le fait sur base des propositions que vous avez formulées. Alors, on n'a pas du tout proposé d'ordonnance, ça, ce n'est pas notre travail, c'est vous qui faites les propositions. Nous, on s'occupe après de faire des ordonnances avec ça. Mais sur base de votre premier travail, il y a des grandes idées qui sont sorties. Et donc, Pépin veille déjà à ce que ces grandes idées soient prises en compte. En tout cas, il pose des questions pour que les logements soient plus inclusifs et plus démocratiques. Voilà. Et du coup, je passe la parole à Pépin. Merci beaucoup, Diane.
Oui, effectivement. Donc, à ce moment, on travaille déjà sur plus de démocratie, enfin un suivi du logement. Pour vous situer un peu où on en est ou comment ça fonctionne, je vais vous présenter brièvement comment fonctionne notre système politique actuel. Parce que ce n'est pas toujours si clair que ça. Pour moi non plus, quand je suis arrivé dans le Parlement il y a 1 an et demi presque, ce n'était pas hyper clair. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je ne savais pas ce que faisait un Parlement, je ne savais pas comment ça fonctionnait, le lien entre un Parlement et un gouvernement. Voilà, j'ai plein appris les derniers mois et donc j'aimerais le partager avec vous aujourd'hui. Donc sur le système politique existant, c'est actuellement, il y a un Parlement et un gouvernement à Bruxelles. Le Parlement, il est élu par les citoyens. C'était en mai 2019. On a tous été aux urnes et on a voté pour des listes électorales qui étaient composées principalement par des partis politiques. Et puis, le Parlement se remplit avec les personnes élues. Et donc, on voit sur l'hémicycle que je montre ici qu'il y a des couleurs pour les partis politiques. Et puis, le Parlement va désigner un gouvernement. C'est sur proposition des partis politiques notamment, et la plupart de ce que font les parlementaires dans l'hémicycle, ils le concertent avec leur parti, ils le regardent dans leur groupe politique, c'est la présence du parti dans le Parlement bruxellois. Vous voyez aussi qu'il y a un petit carré, je veux dire bleu-vert, ça c'est mon siège à moi. Là, je suis dans le bureau et je suis les séances d'aujourd'hui par visioconférence. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Voilà, ça c'est en live le Parlement. Vous le voyez? Voilà. Donc, il y a des discours actuellement sur la déclaration de politique générale, qui est une déclaration annuelle. Bref, moi, mon rôle dans le Parlement, c'est surtout de représenter vos décisions à vous, comme Assemblée citoyenne. D'où la flèche qui mène de l'Assemblée citoyenne vers moi. Et puis, c'est le Parlement qui contrôle le gouvernement, qui désigne le gouvernement aussi. Dans le gouvernement, c'est 8 personnes, ce sont nos ministres et nos secrétaires d'État, ce qui équivaut presque à un ministre. Et on a 3 que j'aimerais vous présenter, qui sont, disons, le plus important pour nous peut-être. C'est Rudy Verwoerd, le monsieur au milieu, c'est le ministre-président, on peut dire que c'est le chef du gouvernement bruxellois. Il y a Alain Marron, qui est ministre de la démocratie participative, à la gauche de Rudy Verwoerd, donc pour nous à droite. Donc lui, c'est une nouvelle compétence. On n'avait pas de ministre de la démocratie participative avant, maintenant on en a un. Et puis, il y a Nawal Benamou, qui est la deuxième personne à gauche, si on regarde pour nous. Et elle est la secrétaire d'État pour le logement. Donc, c'est surtout avec elle qu'on va voir vos propositions. Voilà. Je reviendrai sur le lien exact entre le Parlement et le gouvernement. Notre projet à nous, comme Diane le disait déjà, c'est de démocratiser la démocratie et d'ajouter un élément. À cette binôme, on va dire, d'un gouvernement et un parlement, on aimerait ajouter une assemblée citoyenne permanente. Pour nous, c'est important d'avoir un élément continu, structurel, et pour ne pas dépendre que d'un siège parlementaire pour présenter les décisions de l'assemblée citoyenne, mais vraiment avoir ça comme un parlement avec le même pouvoir qui pourra co-décider sur les nouveaux règles à Bruxelles, qui sera composé par tirage au sort pour avoir davantage de la diversité et de l'inclusivité, donc vraiment une image de Bruxelles, et qui aura aussi un contrôle du gouvernement. Donc, ensemble avec le Parlement, cette Assemblée citoyenne pourra alors veiller à ce que le gouvernement suit l'intérêt général. Mais que fait alors un Parlement dans le système actuel? Dans le système actuel, un Parlement fait en soi 3 choses différentes, 3 tâches principales. Le contrôle du gouvernement,
le travail législatif et le contrôle budgétaire. Je vais vous expliquer ce que c'est. Le contrôle du gouvernement se tourne autour de la question « Que font les ministres ?» À l'heure actuelle, quand je vous ai montré la séance plénière aujourd'hui, c'est des réactions de chaque groupe politique ou de chaque parti dans le Parlement sur la déclaration de politique générale. En fait, c'est le ministre-président qui a hier fait un exposé. Voilà tout ce que je veux faire l'année qui va venir à Bruxelles avec notre gouvernement. Voilà les priorités, une partie déjà les budgets aussi. Et donc aujourd'hui, tous les parlementaires, tous les groupes politiques peuvent réagir et peuvent dire ce qu'ils en pensent, poser des questions et essayer d'influencer où va le gouvernement. Typiquement, ce sont des questions aussi. Donc, typiquement, on introduit des questions aux ministres et ils doivent répondre dans un délai fixé. Ils doivent nous répondre comme députés. Donc, chaque député peut interroger des ministres sur ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, quelles sont leurs priorités, etc. Deuxième tâche, le travail législatif. Là, il s'agit de décider ensemble avec le Parlement des nouvelles règles qu'on veut à Bruxelles. Une nouvelle orientation de la société. Quelles règles voulons-nous? Par exemple, si on parle beaucoup de la taxation kilométrique à Bruxelles pour les voitures, c'est une règle qui sera proposée par le gouvernement, mais qui doit être décidée par le Parlement. Donc, le Parlement décide des nouvelles règles. C'est un parlementaire qui peut proposer quelque chose. Donc, si vous proposez dans quelques mois des nouvelles règles pour le logement, je peux les introduire dans le Parlement et le Parlement en discutera. Si le gouvernement veut introduire une nouvelle taxation kilométrique, elle peut le proposer aussi au Parlement et le Parlement s'y prononcera. Ça se passe sous forme d'ordonnance, c'est des lois à Bruxelles, ou de résolution, c'est plutôt des intentions générales. Mais c'est un détail, c'est les noms des documents. Et puis la troisième responsabilité du Parlement, c'est le contrôle budgétaire. En soi, il s'agit de la question comment notre argent est-il dépensé? Je dis notre argent parce que c'est l'argent de tous les Bruxellois qui est récolté via les impôts ou récolté via des transferts des autres niveaux de pouvoir. Voilà, là, il y a des questions. Comment est-ce que le gouvernement priorise la dépense? Comment est-ce qu'ils vont récolter de l'argent? Quels impôts est-ce qu'ils vont mettre? Comment est-ce qu'ils vont financer leurs projets? Tout ça, c'est des questions budgétaires. Typiquement, ça, c'est autour de novembre. Donc, aujourd'hui, le ministre-président reçoit ses commentaires sur la déclaration politique. Après, on aura des budgets qui vont être collés à ça. Donc, ils vont dire comment ils vont financer leurs priorités. Que fait Agora alors dans ces trois tâches pour améliorer la démocratie? C'est ce dont Diane parlait tout à l'heure. On améliore la démocratie, on essaie de la pousser vers plus d'inclusion, plus de diversité d'ailleurs, plus de délibération et plus de participation vraie de l'impact. Donc, au niveau de contrôle politique, on pose toujours des questions aux ministres Amaron et Vervoort. Je reviendrai sur des exemples. Dans le travail législatif, on travaille sur des dossiers avec des nouvelles règles. Par exemple, on a travaillé avec des autres partis sur un nouveau élément de démocratie à Bruxelles qui existe déjà, qui n'est pas encore réalisé, mais qui peut être réalisé. C'est les commissions délibératives, où il y aura 45 citoyens tirés au sort qui vont discuter ensemble avec 15 députés et qui vont faire des recommandations. Un peu comme l'Assemblée citoyenne le fait, donc c'est un pas dans la bonne direction pour nous, mais les citoyens n'ont pas le dernier mot, ils ne peuvent pas voter, ils peuvent juste participer à la discussion. Donc voilà, on n'y est pas encore, mais on a participé parce que c'est un pas dans la bonne direction. On a travaillé sur une ordonnance tirette où il y a une alternance de genre sur les listes électorales. Donc jusqu'à présent, on devait avoir autant d'hommes que des femmes sur les listes électorales. Maintenant, on doit alterner, donc un homme, une femme, ou une femme, un homme, une femme, un homme. Ça, c'est pour améliorer la démocratie parlementaire. Parce qu'il y a toujours pas, il y a presque 50% de femmes dans le Parlement. Voilà, pour pousser la diversité dans le Parlement, c'est intéressant de faire ça, même si ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, on travaille sur une proposition de consultation populaire. Donc,
là, l'idée, c'est de faire des référendums de nouveau pas contraignants, parce que ce n'est pas permis par la Constitution, mais de faire des référendums régionaux, consultation populaire, ça s'appelle. Et nous, on veut y ajouter un élément délibératif que des citoyens tirés au sort puissent créer une brochure d'information qui sera envoyée vers tous les citoyens pour décider sur une question de la société ensemble, mais sur base d'informations des citoyens. Et finalement, on travaille sur une proposition relative au droit de vote d'étrangers, parce qu'actuellement, que les Belges peuvent voter pour les élections régionales. Et même si voter, pour nous, ce n'est pas suffisant de parler d'une démocratie, c'est bien requis, c'est un minimum de pouvoir parler de la démocratie. Et donc, si un tiers des Bruxellois n'a pas le droit de vote pour les régionales, pour nous, c'est un peu un problème. Et donc, on essaie aussi d'améliorer cette partie de la démocratie. Et finalement, au niveau de contrôle budgétaire, on contrôle les budgets de la démocratie participative. Alors, effectivement, la deuxième partie de travail d'Agora dans le Parlement, c'est de défendre les décisions de l'Assemblée citoyenne. C'est difficile parce que les décisions ne sont pas encore finalisées. Et donc, on attend la finalisation de ces décisions, qui a pris du retard, évidemment, avec la crise du coronavirus. Entre-temps, comme Diane le disait déjà, on fait des questions, on participe aux travaux de la commission du logement. On suit ces travaux-là, on pose des questions à la secrétaire d'État Benamou, la dame qui était la deuxième à gauche sur la photo, ministre ou secrétaire d'État du logement. On lui a posé des questions justement sur les propositions que vous avez faites. Parfois, on n'avait pas les infos nécessaires pour vous dire si ça existe déjà, comment ça existe ou non, par exemple sur l'enregistrement des baux de logement. On a posé des questions pour avoir plus d'infos et on va vous communiquer ces infos-là une fois qu'on aura les réponses. Ayamari qui demande l'ACB, c'est quoi? L'ACB, c'est l'Assemblée citoyenne bruxelloise. En travail législatif, on attend vos propositions et une fois qu'on les aura, on pourra les soumettre au Parlement. Au niveau du contrôle budgétaire, on regarde un peu ce que fait le gouvernement, mais de nouveau, on attend les décisions finales pour pouvoir orienter davantage, dans la mesure possible, les décisions budgétaires dans les lignes de conduite de l'Assemblée citoyenne. OK, très bien. Donc, en Parlement, ça fait contrôle politique, travail législatif et contrôle budgétaire. Mais qu'est-ce que nous, on fera alors dans cette Assemblée pour y arriver? Eh bien, voilà. Donc, aujourd'hui, on est là, entre l'étape 4 et 5. Justement, c'est là où le coronavirus a fait le confinement, etc. Et donc, on fait quelques étapes intermédiaires pour reprendre les travaux. Et la prochaine étape, c'est qu'on vous enverrait justement cette mémo dont Diane parlait pour vous informer des propositions qui ont été faites il y a quelques mois avec des infos qu'on a obtenues entre-temps. Donc, on a regardé qu'est-ce qu'il existe déjà, qu'est-ce qu'il n'est ou est des compétences de la région bruxelloise, sur 5 thèmes: régulation des loyers, les règles, le contrôle et le soutien, les bâtiments vides, la précarité et la rénovation. Puis dans l'Assemblée, l'idée c'est d'améliorer ces propositions-là, de les retoucher, de les finir. Et puis enfin, dans une étape finale, de les valider ensemble, donc de se dire, voilà, tout ça c'est les propositions que nous validons ensemble. Et ensuite, on peut commencer ce travail parlementaire. Donc je reprends le contrôle politique. On peut voir si le gouvernement applique les règles qui existent déjà et si les nouveaux projets de logement suivent les règles ou les propositions de l'Assemblée citoyenne. En travail législatif, on peut être plus actif, proactif. On peut proposer vraiment toutes vos propositions sous forme d'une résolution. Donc, c'est un texte avec toutes vos propositions, voir si le Parlement accepte toutes vos propositions ensemble. Et sinon, proposition par proposition, on peut soumettre comme nouveaux règles, que ce soit sous la forme d'ordonnance. Par exemple, si vous dites qu'il faut des nouveaux règles sur la salubrité ou sur
le COBAT, ou bref, tous les aspects techniques, on peut soumettre des nouveaux règles, ou même des intentions plus générales avec des résolutions. Et puis finalement, le contrôle budgétaire, on pourra aussi le faire davantage au niveau bruxellois avec vos propositions à vous. Donc, on va vraiment pouvoir regarder si le gouvernement dépense l'argent public en fonction des priorités que vous mettez comme Assemblée citoyenne. Ça, c'était ce qu'on voulait vous partager en bref, et pour surtout vous laisser encore du temps pour répondre, pour poser des questions auxquelles on pourra répondre. Je redonne la parole alors à Michael et Evelyne, ou Michael et Diane, pour faciliter la pose des questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes dans le chat. Je vous remercie déjà pour votre attention. Et voilà, merci pour vos questions aussi, qui seront sans doute nombreuses. Merci. Alors, ben voilà, je vais proposer peut-être à Mirvat de poser sa première question. Donc, c'était par rapport à si l'Assemblée citoyenne bruxelloise prévoyait une rotation. C'est bien ça? Tu veux un petit peu développer? Oui, en fait, je n'ai pas très bien compris. On va vers le but est d'avoir une assemblée citoyenne permanente, mais ces citoyens, comment est-ce qu'ils vont fonctionner? Est-ce qu'ils seront employés et après ils resteront permanents, comment est-ce qu'on dit, permanently, ou est-ce que ils auront un mandat de 6 mois ou par sujet et puis on va faire une rotation pour qu'il n'y ait pas des intérêts personnels là-dedans, donc pour que ça reste elle est neutre. Ok. C'est ça ma Diane, question. je pense que tu peux peut-être apporter la réponse la plus complète ou oui. Donc, l'idée, bien sûr, c'est d'avoir, enfin, je dis bien sûr, mais ça ne tombe pas toujours sur le sens de la question, c'est d'avoir une rotation justement pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir prendre part à la démocratie. Si on gardait toujours les mêmes personnes, au final, on arriverait dans un certain futur à une accaparation de pouvoir par des citoyens en fait, qui resteraient là, mais qui, au fil du temps, garderaient des avantages comme des parlementaires. Donc, le côté démocratie participative se perdrait. L'idée, ce serait plutôt d'avoir une rotation tous les 6 mois avec des renouvellements par mois. Oui, et alors vous avez ça un peu plus en détail, donc ces citoyens-là qui viendront, parce qu'il faut un temps de formation, hein, comme on l'a vu nous-mêmes, on doit tout d'abord apprendre les choses pour pouvoir y participer. Donc, est-ce que ça sera donc par sujet des assemblées citoyennes ou le citoyen qui vient doit apprendre tout et puis essayer de suivre tout? Comment ça se passe? Ou comment vous envisagez que ça se passe en fait? Donc, on envisage les assemblées de pouvoir choisir les sujets sur lesquels elles vont débattre. Personne ne connaît tout, que ce soit Pépin, que ce soit Evelyne, que ce soit Michael, on ne connaît pas tout. Bien sûr qu'il y a une mise à niveau pour tout le monde parce qu'il faut qu'on ait tous la même base sur laquelle on travaille et on discute. Et donc, tout le monde n'a pas le même savoir concernant le système politique ou concernant, par exemple, ici, le logement. Et donc, on remet d'abord une base, une fois que le sujet est choisi, on remet une base pour qu'il y ait un socle commun pour pouvoir travailler ensemble. Je vois que Pépin veut intervenir, donc je lui laisse la parole. Je vais recouper ton micro, Mirvat. Juste pour préciser que dans l'Assemblée citoyenne qu'on fait aujourd'hui, qui est représentée par Agora, on est encore en train de planifier le prochain cycle parce que justement avec le coronavirus, c'était un peu difficile et on doit encore décider exactement comment on va faire. Dans l'idée du futur plus loin, l'idée, c'est effectivement d'avoir une rotation assez conséquente pour permettre le plus de personnes possible de participer à ce processus. Voilà, on doit encore voir exactement comment on voit ça. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. On a les réponses dans des grandes lignes, genre on aimerait que ces personnes puissent vraiment prendre le temps d'étudier, de s'investir, peut-être de prendre des congés politiques pendant leur travail, pendant la durée de leur mandat, que ce soit quelques mois ou un an ou un peu plus. Mais voilà, les détails de cela ne sont pas encore fixés. On y travaille d'ailleurs. C'était une des priorités pour Agora pour cette année-ci, de
d'un peu mieux définir comment on voit cette assemblée citoyenne permanente. Voilà, mais on n'a pas encore toutes les réponses. Et justement, on veut apprendre aussi de ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir un système permanent qui est le mieux possible. Voilà, donc si on n'a pas toutes les réponses, c'est parce qu'on est en train d'y travailler aussi. Ok. Alors, deux petites choses. Je vais donner la parole à Jean-Charles dans un instant pour sa question. J'ai bien noté la question de Pierre qui est dans la file. Et je voulais dire aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si cela vous est possible, de les mettre dans le chat. Et voilà, si c'est compliqué, à un moment après les questions qu'on a reçues par écrit, on va demander aux personnes de lever la main. Mais donc, je passe la parole à Jean-Charles pour sa question, qui normalement son micro de... J'essaye d'activer. Quelqu'un d'autre peut essayer? Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ok. Ah, voilà. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je suppose ma question elle est plus à Pépin, hein. Donc, on sait qu'on a, un seul représentant au Parlement bruxellois. Et je me posais quand même la question en termes d'alliance politique ou de convergence de programmes. Est-ce qu'on a déjà, via Pépin, certaines alliances ou convergences avec d'autres partis politiques? Merci Jean-Charles pour ta question. Effectivement, c'est important d'avoir des alliances dans un Parlement parce qu'on peut proposer des choses tout seul, mais tout seul, on n'y arrive pas à les faire passer. Voilà, je pense qu'il y a deux parties de réponse, c'est-à-dire une première partie porte sur la démocratie participative et une deuxième partie porte surtout sur le logement. Pour la première partie, sur la démocratie participative, comme je vous ai cité les exemples sur lesquels on a travaillé, il y a différentes parties, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, avec lesquelles on a travaillé. Donc, il y a des convergences qui changent en fonction des projets. Notamment, par exemple, le projet des commissions délibératives, qui est pour nous quand même un pas dans la direction d'une assemblée permanente. C'était sur proposition d'une députée écolo. Magali Plovy, elle s'appelle. Donc, elle a fait cette proposition déjà il y a quelques ans. Cela n'a pas passé à ce temps-là. Maintenant, peut-être parce qu'ils sont dans la majorité, peut-être parce qu'Agora est là et met de la pression quand même pour la participation politique ou la participation citoyenne en politique. Ça a pu passer. Mais par exemple, on a aussi co-signé avec des autres partis, je pense que c'était avec la NVA même à l'époque, une proposition qui disait aujourd'hui, les ministres qui étaient ministres dans la législature précédente ont encore le droit d'avoir deux collaborateurs pendant 5 ans. Ça nous semblait beaucoup comme privilège. Et on s'était dit, en fait, s'ils n'ont pas vraiment besoin de ça parce qu'ils ont aussi des assistants parlementaires, autant mieux dépenser cet argent public et ne pas forcément ça mettre dans ces privilèges-là des ex-ministres. Et donc là, on s'était associé à des autres partis. Et donc, on a vraiment un peu une alliance alternante, on va dire, avec des partis. Pour ce qui concerne alors le logement, on n'a pas encore vraiment des alliances parce qu'on n'a pas encore vraiment des propositions à faire. C'est-à-dire qu'on attend un peu la définition ou la finalisation de vos propositions. Et puis, ça dépendra. Ça se peut qu'il y ait des propositions de l'Assemblée citoyenne qui vont coller plus au programme de MR. Et alors, on va s'associer à MR pour ces propositions-là. Des autres qui vont peut-être plutôt être dans le sens de ce que veut le PS ou encore Groen, j'en sais rien. Alors, on va nous associer à eux pour faire passer ces propositions-là. C'est une réponse à ta question, Jean-Charles? Oui, c'est très clair. Donc, ce sont des alliances de circonstances et thématiques. Tout à fait. Donc, il n'y a pas d'alliance formelle avec d'autres partis. C'est juste en fonction finalement des thèmes et des programmes des autres partis qu'on s'allie ou pas. C'est bien ça, hein? Absolument. J'y ajoute encore l'élément que typiquement dans un Parlement, on pense en termes de majorité et opposition. Nous, on aimerait se distancier un peu de cette opposition, justement, de ce clivage. On se positionne un peu comme un groupe citoyen en dehors de cette dualisation. Et donc,
voilà, parfois on va peut-être se coller à la majorité, parfois à l'opposition en fonction des propositions, effectivement. Ouais, non, c'est clair. On a bien noté tes 2 nouvelles questions, Mirvat. Pour faire un petit peu tourner la parole, je vais donner la parole à Pierre et puis on y revient juste après. Voilà, vous m'entendez? Oui. Parfait. Eh bien, en fait, Jean-Charles m'a coupé l'herbe un peu sous le pied parce que c'était la première partie de ma question, c'était vraiment ça. Je veux juste poser une autre question là-dessus, Pépin. Dans comment est-ce qu'ils vous voient, les autres? Est-ce qu'ils vous voient comme de doux rêveurs, de dangereux activistes, des utopistes un peu excentriques ou pas? Donc, la question, je vois ici que peut-être pas tout le monde a bien compris, le son était un peu coupé. Je répète juste la question, Pierre. Comment nous voient les autres partis dans le Parlement? Des utopistes, des rêveurs, des farfelus, des sérieux? Ça dépend un peu. Je pense qu'en soi, ils trouvent intéressant qu'on soit là. Ils sont un peu curieux, surtout, de voir comment on fait. Je pense qu'il y a une petite partie de frustration aussi, parce que certains ont l'idée peut-être qu'on leur a pris un siège sans être un d'eux, et donc sans être un parti politique. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce Parlement? Parce qu'on n'a pas des propositions sur le fond, on n'a pas un programme, on s'abstient tout le temps s'il n'y a pas de décision de l'Assemblée citoyenne. Mais en même temps, on y est arrivé via les règles qu'eux, ils ont aussi écrites, et donc ils acceptent. Et il y en a qui trouvent super intéressant ce que nous faisons et qui trouvent que ça leur pousse à être plus innovateurs encore. Et on a sans doute aussi qui pensent qu'on est des rêveurs qui sont là pour, et bon, oui, c'est chouette et ça change pas grand-chose, mais voilà, c'est sympa. Beaucoup de ça va peut-être encore changer en fonction des propositions qu'on va faire. Parce qu'alors, à ce moment-là, on va devenir un peu plus actif et un peu plus peut-être critique aussi par rapport à ce que fait le gouvernement et le reste du Parlement, une fois qu'on pourra vraiment défendre les décisions de l'Assemblée citoyenne sur le logement. Donc, actuellement, les relations sont plutôt calmes et amicales, avec tous les partis politiques confondus d'ailleurs. Voilà, peut-être que ça changera en fonction des propositions qu'on fera. Ça, on verra dans quelques mois. Et je reviendrai alors vers vous pour vous le dire. D'accord, merci. L'autre partie, c'est un commentaire général. Je pense que la crise Covid rend encore plus pertinent le fait qu'on fasse des propositions sur le logement. Parce que j'ai beaucoup travaillé cet été justement sur le logement, ce qui m'a frappé. Et si vous regardez maintenant les communes les plus contaminées, ce sont les communes dans lesquelles vous avez la densité de population la plus élevée et dans lesquelles vous avez également le plus grand problème de mal logement, c'est-à-dire des logements dans lesquels, qui sont trop exigus pour le nombre de personnes, ce qui rend beaucoup plus virulente la circulation du virus. Si vous regardez aujourd'hui les chiffres de Sciences Anno, Molenbeek, Anderlecht, Bruxelles, Schaerbeek, Saint-Josse, ce sont les communes où on a des taux de contamination parfois 6-7 fois plus élevés, par exemple, que des communes plus rurales. Donc vraiment, la question du logement, mais la question du logement sous l'angle des loyers. Parce qu'il y a aussi une autre chose, ce qui m'a vraiment frappé, les taux sont historiquement bas. Sur 20 ans, on pouvait avoir encore du 1,60, 1,90, et ça a entraîné une explosion du prix du logement. Par exemple, mon voisin à côté, pour le prix qu'il paye pour le prix de son loyer, il pourrait emprunter 290 000 euros. Or, le prix de sa maison, c'est 465 000 euros si elle devait être remise en vente. Donc, il y a un décalage énorme. Avant, ça valait la peine d'acheter une maison parce qu'au bout de 10 ans, on avait pratiquement payé les 3/4 du prix effectif de la maison, mais plus du tout maintenant. Il y a un décalage compris entre le prix du logement. Donc, on doit vraiment axer nos propositions, je pense, sur
un encadrement à la fois du prix des loyers et sur la salubrité en Bien. général des logements. Voilà. Je vois que tu as déjà très envie de reprendre le débat de la prochaine séance et c'est très gai de voir ton enthousiasme. Pour continuer sur les questions, je propose de ne pas relancer un débat là-dessus, mais c'est évidemment, est-ce que les mesures, moi je traduirais ça comme ça, est-ce que les propositions que vous avez faites doivent quelque part être corrigées par le contexte qu'il faut en tenir compte? Parce que ça va… Oui, oui, bien sûr. Je rebondis, je vais me permettre d'essayer de répondre à la première question de Mirvat et puis ensuite te laisser poser la seconde. Donc, tu te demandais, si j'ai bien compris, le jour 4 est-il terminé et est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles propositions en vue? Alors, sous réserve, là, je tente une réponse. Si quelqu'un d'Agora a envie de me corriger, qu'il n'hésite pas. Mais donc, pendant la semaine prochaine, on va essayer de boucler la réorganisation de comment on va faire les choses. Mais normalement, l'idée est de ne pas ouvrir de nouveaux chantiers, de nouvelles orientations, mais de préciser ce qui a été fait. Parfois, certaines propositions, je dirais, ressemblent à des intentions encore assez générales. Donc, en respectant cette idée générale, peut-être que oui, une sorte de nouvelle proposition plus claire, plus comment on ferait ça pourrait être faite, mais ouvrir un tout nouveau chantier avec le risque que nous n'arrivions pas à terminer dans un délai raisonnable, a priori, on ne pense pas réouvrir de grands nouveaux chantiers, puisque l'idée, c'est aussi qu'à un moment, comme Pépin l'a expliqué, pour certaines parties des choses qu'il pourrait faire, il est coincé. Et tant qu'on n'aboutit pas à quelque chose, ben, il y a toute une série de choses que Agorès proposait de faire qui ne savent pas commencer. Et donc, voilà, je pourrais rentrer dans plus de détails, mais on verra si c'est nécessaire sur la prochaine étape. Mais donc, tu avais aussi une question sur le référendum et je te rends le micro. En fait, est-ce que je peux rebondir juste pour continuer en fait par rapport à ce sujet-là? Comme je n'ai pas beaucoup de questions dans ma file, j'en ai une nouvelle, mais donc ça devrait aller. Oui, on peut essayer. Je peux laisser la question de référendum parce qu'elle n'est pas aussi importante en fait, parce qu'en fait, comme assembliste, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si la même chose pour les autres, que ça a été trop vite et qu'on a mis des propositions, mais on n'a rien digéré. Et j'ai quelque part lu les propositions et je ne m'y retrouve nulle part. Donc, c'est pour cela ma question. Maintenant, ce que j'ai constaté, que grâce au Covid, que personnellement, j'ai eu énormément maintenant du temps, comme on était confinés, d'y réfléchir. Donc, aujourd'hui, comme citoyenne, j'ai une vision plus mûrie par rapport à ce sujet. Et en plus, personnellement, je suis dans le logement parce que je cherche un logement et je vends le mien. Donc, je vois, j'ai une vision différente que lorsque j'ai commencé à être dans l'Assemblée juste comme ça pour donner des idées. Après le Covid, après ces quelques mois, je crois qu'on a mûri un peu. Et peut-être, ma proposition est si on peut tout simplement pas ouvrir un débat, mais qu'on puisse éventuellement envoyer des propositions qui seront remises ou placées entre ces propositions. Donc, pour approfondir un peu, parce que moi, personnellement, je ne trouve rien de ce que j'ai dit dans les propositions. C'est comme si j'étais un spectateur du côté et comme si je n'avais même pas été parmi les assemblistes. Et ça m'interpelle un peu. La vitesse avec laquelle l'Assemblée est partie. Voilà, c'est tout. Je dirais qu'en fait, pour bien donne la parole à Diane. Oui. Ah, ok. Oui. Bon. Pardon. J'ai voulu faire le contraire de ce que j'ai fait. Mirva, j'entends ton questionnement et à mon avis, tu ne dois sûrement pas être la seule, sauf que les autres n'ont pas encore vu les propositions. Il faut savoir que nous, on n'a rien inventé en fait. Hein. Donc, le jour 3, vous aviez travaillé sur des panneaux avec des propositions. Donc, sachant que nous proposons que, c'est à partir de ça que ça a été repris. On n'a rien ajouté, nous. On n'a rien ajouté. On n'a même pas touché à des formulations de phrases parfois, on n'était pas sûr de comprendre. Et on s'est dit, on ne veut absolument toucher à rien parce que ça ne vient pas de nous. C'est à vous.
Et on ne veut surtout pas que vous ayez l'impression qu'on prenne votre travail avant même que vous l'ayez fini. Donc, je peux tout à fait entendre et comprendre que peut-être tu ne t'y retrouves pas. Aussi, ça fait très, très longtemps que ces propositions ont été mises sur la table. Ta remarque, on l'intègre complètement dans le travail qu'on va faire maintenant de facilitation pour arriver à une facilitation en ligne. Par contre, comme ça, de prime abord, alors c'est juste mon avis, il ne faut pas du tout prendre ça comme voie d'évangile ou j'ai raison ou tort. Et je rebondis aussi avec ce que Mickaël disait, on doit finir le cycle pour fin décembre. Parce que c'est aussi une question de donner sa place. Vous êtes des citoyens qui êtes dans l'Assemblée citoyenne aujourd'hui, mais tant que ce cycle-ci ne se finit pas, d'autres citoyens n'ont pas l'opportunité, eux, de donner leur voix sur un autre chapitre. Et donc, réouvrir tout un débat et des propositions, ça veut dire beaucoup plus de travail, ça veut dire beaucoup plus de sessions, ça veut dire continuer un travail beaucoup plus long, qui, je ne pense pas, pourrait être fini en décembre. Voilà, c'est un peu la boîte de Pandore. Je relaisse Mickaël parler. Après, comme dit, je n'ai pas voix d'évangile. C'est une intuition qui me vient comme ça. Voilà. Voilà. Mais donc, en tout cas, on va arbitrer ça prochainement. Évidemment, c'est une réalité. Beaucoup de temps a passé. On a pu réfléchir, on a changé. Le monde a changé. Voilà. Comment tenir compte de ça sans perdre notre échéance, sans perdre des gens en cours de route? Voilà, on va essayer d'un petit peu arbitrer ça. Ce n'est pas évident. Voilà. Mais donc, c'est vraiment noté aussi. Hein. On va le tenir en compte dans notre réflexion. Donc, il y a une question de Céline et Joseph. Je vais activer leur micro. Ça devrait marcher, mais on ne vous entend pas encore. C'est bon? Voilà. Oui. Vous m'entendez? Ouais. Voilà. La question, en fonction de ce qui vient d'être dit, justement, je pose la question de savoir si notre président restera permanent pendant la rotation dont nous venons de parler maintenant. Tu veux dire Pépin, c'est ça? Oui. Oui, oui, ok. Quelqu'un peut? Je peux répondre. Oui, merci. Merci pour la question. Oui, l'idée, c'est que je reste le représentant de Agora et donc de l'Assemblée citoyenne au sein du Parlement bruxellois pendant la législature. On y a beaucoup pensé. Au début, on s'était dit, bah, c'est intéressant d'avoir aussi une rotation là, mais on s'était dit, en même temps, c'est important, et on en a parlé tout à l'heure, de faire des alliances. Et ce sont des alliances aussi personnelles parfois. Et donc, on s'était dit que c'est intéressant de rester quand même, vu que c'est un job qui demande quand même un peu d'apprentissage. Ça fait 1 an avant que je comprenais vraiment comment ça fonctionne, d'avoir la même personne pendant une législature, donc jusqu'en 2024. L'idée, c'est aussi que si on se représente aux élections avec Agora, ce qu'on ferait s'il n'y a pas encore d'assemblée permanente, ce serait quelqu'un d'autre, normalement, qui reprendrait la première place sur la liste et donc qui serait éventuellement élu. Voilà, donc l'idée, c'est de ne pas faire mandat après mandat après mandat, mais de quand même faire un mandat complet pour assurer en fait que pour faciliter la mise en place des propositions et pour valoriser le travail d'apprentissage et de réseautage dans le Parlement. Voilà, la réponse est oui. L'idée est bien que moi, je reste le député Agora jusqu'aux élections régionales de 2024. Merci. Voilà. J'espère que ce n'est pas un souci pour tout le monde. On a encore au moins 2 demandes de questions, donc on va probablement un petit peu dépasser le temps. Et je vais passer la parole à Angela, et juste après, ça sera Aminata. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde et merci d'avoir organisé cette réunion. Je suis très contente de vous revoir. Et merci à Pépi. En fait, ma question, le gouvernement applique-t-il les règles qui existent déjà? On a vu au long des autres assemblées qu'en fait, le logement, il y a des intérêts énormes contre lesquels lutter. Et donc, je me demandais si, vu qu'il y a déjà des règles, s'il y avait pas quelque chose à récupérer de façon à
et qui se retrouvent dans nos propositions de façon à pousser un peu le gouvernement sur ce qu'il a déjà comme base de règles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait s'il applique déjà les règles qu'il y a? Peut-être pas, je ne sais pas. Bon. Merci. Oui. Donc, la question, c'est est-ce que le gouvernement applique les règles concernant le logement déjà ou non? N'est-ce pas? Oui, OK. Je dirais, en gros, oui, mais ils mettent aussi des priorités. Et donc là, effectivement, on voit que, bah, par exemple, je vais prendre un exemple des propositions de l'Assemblée. Une proposition, c'est d'inventariser les bâtiments vides et d'essayer de donner des amendes ou quoi si c'est vide, pour éviter que ce soit vide. Ça existe déjà. Il y a une cellule des logements vides au sein de la région bruxelloise qui va chercher des logements vides et qui va donner des impôts ou des amendes plutôt de 500 €, le mètre courant de façade, fois le nombre d'étages, fois le nombre d'années que ce soit vide. Et donc ça, c'est une amende qui existe déjà. Mais est-ce que le gouvernement applique cette règle? Oui et non. Parce qu'il n'y a que, je pense, 2 personnes qui travaillent dans cette cellule, 2 personnes pour inventariser tous les bâtiments, tous les logements vides à Bruxelles. Ce n'est pas beaucoup. Après, il y a les communes qui doivent aussi faire leur partie du travail et communiquer à la région. Mais voilà, pas toutes les communes font ce travail à la même intensité non plus. Donc voilà, c'est difficile de dire oui ou non, parce que parfois c'est oui, parce que c'est leur boulot d'appliquer les règles, mais c'est aussi une question de priorité, combien d'efforts ils mettent dedans, combien de budget ils mettent dedans, quelles sont les priorités effectivement. Et donc je pense que c'est dans ce sens-là aussi qu'on a regardé les propositions que vous avez faites et qu'on a regardé est-ce que ça existe déjà. Mais si ça existe déjà, il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est appliqué? Parce que parfois ça existe, hein, l'enregistrement des baux, c'était une proposition de le rendre obligatoire. C'est obligatoire. Mais est-ce que tout le monde enregistre les contrats de location? Je ne sais pas, je ne pense pas. On a demandé les chiffres, ils nous ont dit ce n'est pas une compétence régionale, justement, c'est au niveau fédéral. Voilà, c'est aussi un peu complexe en Belgique, parfois les différents niveaux politiques. Mais voilà, donc la réponse en général, c'est oui, ils suivent les règles, mais ils ont des priorités aussi dans quelles règles ils appliquent, dans quelles mesures. J'espère que c'est une réponse à ta question, Angela. Voilà. Super. Je vais passer la parole à Aminata et ce sera probablement, si j'ai bien compris, la dernière question. Après, on va faire une petite évaluation très courte, si vous voulez bien, que Evelyne va animer. J'essaye d'activer, mais ça ne fonctionne pas. Ah, ça y est, ça y est. Oui. Aminata, oui? Oui. Bonjour tout le monde. Moi, disons, la première question, c'est ce qui était déjà posé. Normalement, je vais rajouter un petit truc. C'est pour les gens vivant avec handicap. Qu'est-ce que les gouvernements, parce que c'était aussi mon sujet auquel j'avais, disons, posé lors de notre deuxième assemblée. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour les logements des personnes vivant avec handicap? Parce que pour moi, ils sont un peu abandonnés. La plupart des logements, que ce soit sociaux ou, disons, la plupart ne sont pas adaptés aux personnes vivant avec handicap. Est-ce que le gouvernement, pour les logements sociaux, est en train de mettre en place quelque chose pour les gens vivant avec handicap? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vu que je suis une personnelle soignante, je vais demander, lors de la première vague,
les personnels soignants ont eu disons, des promesses qui jusque maintenant ne sont pas réalisées. Et nous voici à la deuxième vague. Où est-ce qu'on en est? Le budget des personnels soignants, des hôpitaux, des maisons de repos, surtout des maisons de repos auxquelles je fais partie. Il y a beaucoup de maisons de repos maintenant qui sont en train de fermer et qui mettent les personnels à la porte. Et ce sont les personnels qui ont travaillé dur aux premières vagues. Et quelle solution que le gouvernement est en train de mettre en place? Ça, je vais poser la question à Pépin. Alors, avant d'y répondre, j'avais juste envie de demander à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit partir tout de suite? Parce qu'on aurait eu envie de faire une toute petite évaluation et c'est chouette si on peut avoir avant le départ. Est-ce que c'est OK pour tout le monde de rester encore 5-10 minutes maximum, je pense? OK. Ben donc, voilà, Pépin, en plein cœur du Parlement. Comment ça se passe là-bas, sur tous ces aspects-là? Merci. Dans le Parlement, je vois que le président parle, mais donc j'irai tout à l'heure. Et du coup, justement, pendant la discussion de la déclaration politique générale, on parlera de la crise coronavirus, première vague, deuxième vague. Mais voilà, pour essayer de répondre à tes questions, Aminata, au niveau du logement, je ne sais pas tout à fait ce que fait, je ne connais pas les détails de ce que fait le gouvernement en termes de priorisation des personnes à mobilité réduite ou avec des autres handicaps pour les logements sociaux ou autres. Mais voilà, typiquement, c'est le genre de questions que je pourrais poser à la secrétaire d'État. Et donc, typiquement, ce que tu viens de faire, ce sont des interpellations vers un ministre. Et c'est ce que je pourrais faire en votre nom, une fois que les priorités de l'Assemblée citoyenne sur le logement soient décidées. Voilà, sur les promesses pour le personnel soignant, je n'ai pas fait le suivi de ce dossier-là, vu que ce n'était pas la priorité de l'Assemblée qui travaille sur le logement. Donc, je ne sais pas trop te répondre ce qu'il en est. Mais je peux essayer de faire des recherches ou peut-être que j'ai vu que Diane voulait peut-être ajouter un élément aussi à cette question. Mais voilà, moi je voulais juste encore dire que les questions que tu poses sont très pertinentes. Ce sont des questions qu'on poserait typiquement ou qu'un député poserait typiquement à un ministre. Et pour moi, ça montre absolument qu'une assemblée citoyenne a du sens pour que des assemblistes puissent poser directement leurs questions au ministre sans devoir passer via une personne comme moi. Mais voilà, il y a Diane qui veut ajouter un élément, je pense. C'était pas pour cette question-là, bien que je me demande si c'est pas aussi relatif au fédéral qui redistribue l'argent et donc si nous on peut évidemment poser une question au niveau de la Chambre fédérale, mais donc c'est pas dans les mêmes parlements. C'était ma première intuition. Pour ce qui est des personnes à mobilité réduite, il y a des primes à la rénovation qui sont données aux propriétaires qui adaptent leur logement pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, c'est les infos que j'avais trouvées comme ça. Ça ne répond pas tout à la question, mais voilà, c'est l'info que j'ai sous la main. Je me suis dit que je pouvais te la partager. Oui, mais moi, c'est plutôt lors même des rénovations des logements, donc le personnel vivant avec handicap, parce que parfois je fais un peu de soins à domicile, je vois comment est-ce que ces gens-là souffrent. Et pour moi, est-ce que même le Parlement, ce n'est pas seulement au gouvernement, c'est aussi au Parlement de penser, parce que je travaille sur Bruxelles même, est-ce qu'ils mettent en place, même lors des rénovations, parfois on va dans les maisons rénovées, mais ils ont logé des personnes vivant avec handicap, mais il n'y a pas un truc adapté pour eux. C'est ça un peu, j'avais soulevé ça lors de la deuxième, disons, j'avais proposé ça aussi, mais je ne sais pas si ça n'était pas voté, mais en tout cas, quelque chose qui me tient à cœur parce que ça fait partie disons, de mon quotidien aussi. Parce que je vois comment ces personnes sont en train de souffrir et que je me pose des questions. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu, entre guillemets, oubliés
Aminata, je vais te répondre un petit peu comme avec Pierre. Il dit, voilà, je suis super content de voir que en fait, tu es là, prête à prendre ta place dans l'Assemblée. La réponse, la seule que moi je peux donner, c'est que dans les thématiques qu'on a regroupées avec vos propositions, il y a un aspect rénovation, il y a un aspect précarité. Et donc, très certainement, les propositions que tu as faites, bon, de toute façon, on n'y a pas touché et il y aura possibilité de faire des articulations, de mettre ça un petit peu ensemble. Tiens, comment des personnes en situation difficile peuvent-elles être accompagnées lors de rénovation? En tout cas, la réponse de l'Assemblée citoyenne sur les questions que tu poses, bah, elle pourra se construire. Je vais prendre une dernière Non, je vais te couper question. parce que j'ai eu une question en live qui m'a été passée par... Oui, voilà, j'allais passer là-bas. d'Alouesti. Elle est super intéressante, mais vu qu'on a un peu en dehors de temps, et en plus, vu que vous êtes dans le même bureau que Pepen, je propose que vous posez votre question en direct à Pepen. Comme ça, on peut terminer à temps pour tout le monde. Mais merci de la poser, et merci Youssef encore une fois spécifiquement pour faire la traduction. Michael, je te rends la parole. Voilà. J'active le micro de Monsieur Alouesti alors. Oui. Voilà. Est-ce qu'on doit poser la question ou non? Alors, à l'OSI, je te propose de poser la question en direct à Pepen, vu que tu es dans le même bâtiment que Pepen, après la réunion. Comme ça, on peut terminer à temps pour tout le monde. Et là, je pense que c'est Evelyne qui va faire le dernier moment, si j'ai bien compris. Et c'est parce qu'Alouesti a besoin de faire la traduction. Et on peut poser les questions par moi, parce que j'ai discuté avec M. Bardad. Et je suis juste dans le bureau à côté, donc je peux venir chez vous dans 5 minutes et oui. je peux répondre à la question. C'est ce qu'Emmanuel propose. Ah, excusez-moi, je n'avais pas compris. Voilà. Ok, voilà, merci. Mais donc, je vais passer la parole à Evelyne pour faire l'évaluation du moment. En tout cas, d'abord, merci à tous d'être là et d'avoir participé. Et on sent que tout le monde est motivé, donc ça nous donne plein d'énergie de continuer à trouver des solutions pour tous les aspects techniques. Comme c'est bientôt l'heure de table, l'exercice que je vous propose, ça s'appelle un rôti. En fait, on va évaluer ensemble autour du temps que vous avez. Si vous estimez que le temps que vous avez passé ici avec Pepen et les autres était utile, si vous trouvez que c'était top, je vous invite de montrer 5 doigts de votre main. Et voilà, un doigt si vous trouvez que c'était bof, et vous pouvez évaluer. Donc, si chacun peut montrer sa main à l'écran avec l'évaluation, ce serait génial. Et un tout grand merci à tout le monde, en tout cas. Je vois beaucoup de doigts, super. Est-ce qu'on sait remettre le micro à tout le monde d'un seul coup pour se dire un petit au revoir avec la voix là? C'est quand même plus gai. Je pas. Je regarde. Bon, sinon, j'essaye d'activer tout le monde. Hein. Vous pouvez, en tout cas, si vous savez le faire, tous vous activer pour nous faire souhaiter. Voilà, je crois que ça y est. En grand. Attends, Eugénie. Bon appétit. Merci à vous, à tout le monde. Merci. Bonjour. En tout cas, merci tout le monde. Merci tout le monde. À la prochaine. Bon appétit. Merci. Un tout grand merci de continuer l'aventure avec nous. Merci à vous aussi. Merci tout le monde. Hein. Merci, au revoir. À la prochaine. Oui. À très bientôt. Hein. On revient dès que possible. À bientôt.